Je suis comme ça, je sais pas faire de choix. Comment ça va depuis la dernière fois? Choisir, c'est compliqué. Choisir quoi manger, choisir quel film regarder, choisir comment je vais m'habiller, ou pire, choisir une orientation, un boulot ou encore un lieu de vie. Face à un choix, on peut passer énormément de temps à décider, à comparer les différentes options, comme si notre avenir en dépendait. Pourquoi? Parce que choisir, ce n'est pas juste rationnel. C'est aussi une bataille entre nos émotions, nos pensées, nos biais, nos croyances, et pour certains, ça va encore plus loin. On va retrouver vraiment une peur paralysante de prendre une décision, même quand il s'agit de décisions simples. C'est ce qu'on appelle la décidophobie. Donc, dans cette vidéo, on va voir deux choses. Pourquoi notre cerveau complique autant la prise de décision, et quelles sont les pensées et biais qui nous bloquent. Pourquoi c'est si difficile de choisir? Choisir à première vue, ça a l'air simple, mais en réalité, dans notre cerveau, il se passe des choses qui vont venir compliquer toute prise de décision. Tout d'abord, il y a la surcharge de choix. Quand il y a deux options, ça va, et encore, ça peut être compliqué. Mais alors quand il y en a 20, c'est le bug. On bloque. C'est ce qu'on va appeler une surcharge décisionnelle. Une étude de Liangar et Lepper en 2000 a voulu remettre en question l'idée de base, plus on offre de choix, mieux c'est. Les chercheurs ont mis en place plusieurs situations de la vie courante pour voir comment les gens réagissent face à peu ou beaucoup d'options. Dans une première expérience, ils ont installé un stand de dégustation dans un supermarché. Parfois, les clients pouvaient goûter seulement 6 confitures, et d'autres fois, ils étaient face à 24 variétés différentes. On observait alors combien de personnes s'arrêtaient et surtout combien allaient jusqu'à acheter un pot. Au moment de passer à la caisse, surprise, ceux qui avaient vu 6 choix sont beaucoup plus nombreux à acheter, alors que ceux qui ont vu 24 pots repartent presque toujours les mains vides. Dans un autre cadre, les chercheurs offrent des chocolats. Tu veux un chocolat? Certains participants doivent choisir parmi une petite sélection de 6 chocolats, d'autres parmi 30. Seriez-vous intéressé par du chocolat? Après avoir goûté, on leur demandait d'évaluer leur satisfaction. Bien sûr, tout le monde apprécie de déguster. Chocolat! Mais au final, ceux qui avaient peu d'options savourent leur chocolat avec davantage de satisfaction. La conclusion est que trop de choix peut démotiver. Offrir un large éventail d'options n'est pas nécessairement bénéfique et dans certains contextes, cela peut produire l'effet inverse. Moins de prise de décision, moins de satisfaction. Bref, trop d'options, ça paralyse. Alors, pour le second piège, on va parler d'un biais cognitif, l'aversion à la perte. Notre cerveau déteste perdre. C'est-à-dire qu'un individu accorde bien plus d'importance à une perte qu'à un gain du même montant ou de la même valeur. C'est ce qu'ont montré Kahneman et Tversky, deux chercheurs en psychologie via l'expérience du pari. Alors, dans l'expérience, c'est des dollars, mais on va parler d'euros, ce sera plus simple. Imagine qu'on te donne 1000 euros et qu'on te propose deux options. Soit tu gagnes 500 euros avec certitude, soit tu as 50% de chances de gagner 1000 euros et 50% de chances de ne rien gagner. Les résultats indiquent que 84% des participants choisissent le gain certain de 500 euros plutôt que l'option 2, alors que ces deux options présentent une valeur monétaire attendue égale. On préfère donc garantir un gain, même si la loterie peut rapporter autant. Maintenant, si on inverse le problème, tu as 2000 euros et on te dit, tu perds 500 euros avec certitude, ou tu as 50% de chance de perdre 1000 euros et 50% de chance de ne rien perdre. Quelle option choisirais-tu? Alors cette fois-ci, 69% des participants préfèrent le pari offrant 50% de chance de perdre 1000 euros à la perte certaine de 500 euros. Les participants font ainsi preuve d'un comportement de prise de risque. En effet, en choisissant l'option 2, on prend le risque de perdre relativement de l'argent par rapport à une perte certaine de 500 euros. Mais en gardant tout de même cette possibilité de ne pas perdre d'argent. Et parce qu'on préfère prendre un risque plutôt que d'accepter une perte certaine. Alors si toi aussi tu n'as pas compris le pourquoi du comment on obtient ces résultats, je te rassure, j'ai passé plus de 30 minutes à comprendre cette expérience, car tout repose sur des mathématiques. Je vais te l'expliquer. Dans ce scénario, on a l'option A qui est tu gagnes 500 euros, donc un résultat garanti plus 500 euros, soit l'option B qui est un pile ou face, 50% de chance de gagner 1000 euros ou 50% de chance de gagner 0 euros.
qui nous fait donc une valeur moyenne égale à 0,5 fois 1000, 0,5 parce que 50% de chance, 1000 parce que 1000 euros, plus 0,5 fois 0, car 0 euros, est égal 500 euros. Parce que là, jusque-là, ça va, j'espère. Donc, en moyenne, l'option A et l'option B donnent la même valeur attendue, plus 500 euros. Donc, dans le deuxième scénario, l'option A, c'est que tu perds 500 euros. Donc, c'est un résultat garanti de moins 500 euros. L'option B, c'est de nouveau un pile ou face, avec 50% de chance de perdre 1000 euros, 50% de chance de ne rien perdre, ce qui fait une valeur moyenne égale à 0,5 fois moins 1000, plus 0,5 fois 0, est égal donc moins 500 euros. Là aussi, en moyenne, les deux options reviennent au même résultat, perdre 500 euros. Donc, mathématiquement, les deux choix se valent. Mais psychologiquement, les gens réagissent différemment selon la manière dont le problème est formulé. Lorsque le problème est formulé en gain, ils deviennent plus prudents et vont venir sécuriser les gains. Et lorsque le problème est formulé en perte, ils deviennent joueurs. Ils risquent plus pour éviter la perte. Ce qui prouve que les pertes nous affectent plus que les gains. Ainsi, quand votre cerveau est face à une décision, il ne pèse pas seulement ce que vous allez gagner, il se focalise surtout sur ce que vous risquez de perdre. Et psychologiquement, perdre fait 2 fois plus mal que gagner ne fait plaisir. Par exemple, choisir un resto, ce n'est pas juste choisir un bon repas, c'est surtout renoncer à tous les autres restos possibles. Je sais pas quoi choisir. Choisir une série, ce n'est pas juste passer un bon moment, c'est aussi le risque de perdre du temps si elle est nulle. Notre cerveau panique à l'idée de perdre l'option qu'on ne choisit pas. Alors un autre biais qui peut s'activer dans la prise de décision, c'est le biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle qu'a notre cerveau à privilégier les informations qui confortent ses préjugés, ses croyances et ses doutes. Par exemple, tu veux regarder un film ce soir, tu as vraiment envie de faire le bon choix, tu veux pas le regretter, donc tu vas voir les avis en ligne pour être sûr que ça vaut le coup. Tu vas tomber sur 3 avis très positifs, super scénario, un chef-d'œuvre visuel, j'ai adoré la fin. Et tu vas tomber sur un avis négatif, franchement c'est nul, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Et là, ton cerveau s'accroche directement aux commentaires négatifs et va venir se focaliser que sur les avis négatifs tout en oubliant le reste des avis positifs. Ou encore, si vous avez peur de rater une opportunité, alors vous allez scroller des témoignages de gens qui regrettent leur choix. Mais vous ignorez ceux qui sont satisfaits. Résultat, vous analysez pas la situation dans son ensemble, mais seulement à travers le filtre sélectif de vos doutes. Bref, je ne cherche pas à savoir ce qui est juste, mais je cherche à avoir raison dans mes doutes. Troisième piège, l'évitement et le statu quo. Je passe mon temps à éviter les choix, choisir me panique. Quand votre cerveau est face à une décision stressante, il a une stratégie très simple. Ne rien faire. C'est ce qu'on va appeler l'évitement. Par exemple, vous devez envoyer un message important, vous ouvrez l'application, vous hésitez, et d'un coup vous refermez. Vous devez appeler quelqu'un, vous composez le numéro, vous stressez, et vous posez le téléphone. Vous devez choisir un job, un appart, une formation, vous repoussez à demain, encore et encore et encore. Petite référence à la vidéo procrastination. Et sur le moment, ça soulage. L'anxiété baisse tout de suite. C'est ce que les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles appellent un renforcement négatif. Éviter va venir réduire l'inconfort. Et votre cerveau, il aime ça. Donc le comportement est renforcé et vous évitez encore de plus en plus. Et l'évitement a plusieurs conséquences sur le moyen et long terme. Le retour du stress dans des situations similaires, un impact sur l'estime et la confiance en soi, des éventuelles opportunités ratées, ou encore le renforcement de l'indécision. Et en fait, éviter, c'est déjà un choix. C'est de choisir de rester dans le statu quo, de rester dans une situation personnelle, professionnelle et ou relationnelle qui ne vous convient peut-être plus et qui a un impact sur votre santé physique et psychique. Bref, éviter, c'est choisir de ne rien choisir. À un moment, t'es fatigué. Et puis tu fais le choix du non-choix. Quatrième piège, l'intolérance à l'incertitude. Bon, je vais faire une vidéo plus détaillée sur le propos que je vais vous dire dans un instant, mais est-ce que vous êtes prêts à connaître le secret de toute peur, quelle qu'elle soit? Ce qui se cache derrière toute peur, c'est... Attention, tenez-vous bien... L'intolérance à l'incertitude. Non, plus sérieusement. Notre cerveau adore tout contrôler et pour lui, l'incertitude est égale danger. Et en fait, c'est logique.
chercher à prévoir, à anticiper, c'est une stratégie adaptative de notre cerveau. Ça a permis à nos ancêtres de survivre. Prévoir une tempête, un prédateur, un danger, c'était vital. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a l'habitude de catégoriser et d'étiqueter l'environnement qui nous entoure. Quand votre cerveau est face à une décision, il fait la même chose. Il veut contrôler. Contrôler le futur, contrôler les conséquences, contrôler pour éviter la moindre erreur. Et ce mécanisme, aujourd'hui, il est toujours là. Mais au lieu de nous protéger, il peut très souvent nous bloquer. On peut se dire, si je réfléchis assez, je vais trouver le choix parfait. Si j'ai toutes les infos, je serai sûr à 100%. Spoiler, la certitude totale, elle n'existe pas. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler. Le problème, c'est que plus on cherche à contrôler, plus on va ruminer, plus on va avoir peur, plus on va retarder, et plus on s'enferme dans l'indécision. Bref, vouloir tout contrôler, c'est perdre le contrôle. Et comme si les pièges listés précédemment ne suffisaient pas, notre cerveau est aussi truffé de distorsions cognitives. C'est bon, j'arrête. Alors, ce sont des biais cognitifs qui sont apparus et renforcés au fil de la vie, et qui viennent altérer notre traitement de l'information. Parmi les distorsions fréquentes dans l'indécision, on va retrouver fréquemment la pensée dichotomique. La pensée dichotomique ou pensée en tout ou rien, c'est voir les choses en noir ou blanc, sans nuance. Exemple, soit je fais le bon choix et tout ira bien, soit je fais le mauvais choix et ma vie est foutue. Pas de nuance, pas de ça ira quand même. Non, juste un extrême ou un autre. Et le problème, c'est que la vie n'est jamais aussi tranchée. Mais quand on pense en tout ou rien, chaque décision prend une dimension énorme. Et du coup, on bloque. Bref, la pensée dichotomique, c'est croire qu'il y a un bon choix et un mauvais choix. Comme croire qu'il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur. Alors, une autre distorsion fréquente, c'est la catastrophisation. C'est quand votre cerveau part directement sur le pire scénario possible. Un simple choix devient une histoire dramatique. Si je choisis ce job et que ça se passe mal, ma carrière est foutue. Si je vais dans ce resto et que c'est nul, j'aurai gâché la soirée. Si je réponds mal à ce message, je vais perdre cette relation. Bref, dans ma tête, décider c'est égal à... Alors une autre distorsion avec un nom pas du tout difficile à prononcer, c'est la surresponsabilisation, qui va de pair avec la personnalisation. C'est quand votre cerveau croit que tout repose sur vos épaules. Vous avez l'impression d'avoir un haut niveau de responsabilité et que si ça ne se passe pas comme attendu, ça sera de votre faute. Alors ça va donner des pensées du type si je propose ce film et qu'il s'ennuie, ça sera de ma faute. Si je choisis ce resto et que la soirée est ratée, j'aurai gâché le moment. Si je m'engage dans ce projet et que ça ne marche pas, ça sera uniquement de ma responsabilité. Le problème, c'est que dans la vraie vie, on n'a pas ce pouvoir-là. Le plaisir ou le déplaisir des autres dépend de plein de facteurs, et pas uniquement de nos décisions. Chercher à tout prix à ce que nos choix conviennent aux autres est un objectif irréaliste, qui ne dépend pas de nous. Bref, quand je surresponsabilise, je transforme un dîner entre potes en mission commando. Bon, vous l'aurez compris, faire un choix c'est pas simple, parce que notre cerveau est truffé de biais qui déforment la réalité. Parce qu'il déteste perdre, qu'il cherche à tout contrôler, ou il évite dès que ça fait peur. Et d'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai même moi été face à un choix. J'ai moi-même été face à un choix, autant pour moi. Faire une vidéo complète, d'un seul bloc, ou faire une vidéo en 2 parties pour éviter qu'elle soit trop longue. J'ai choisi la deuxième option. Donc dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, on verra comment on peut arrêter de tourner en rond et enfin choisir. Bref, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour apprendre à faire des choix. Si je continue, je vais finir comme ça, à faire le choix du non-choix. Mais en fait, être heureux, c'est faire des choix. Il fallait que je fasse des choix.